Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Montréal aujourd'hui, au Québec, pour c'est une de mes dernières interviews en fait, parce que je vais repartir en France. Je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi, Alexandre, bonjour. Bonjour, content de te rencontrer. Ouais, et puis de discuter de ton livre, L'essence du bonheur. On va parler de bonheur. Tu t'es intéressé très tôt à ce sujet-là. J'ai lu qu'à 15 ans déjà, tu lisais ton premier livre de développement personnel. C'est quelque chose qui t'intriguait depuis très longtemps. On a le même âge. J'adore en fait interviewer des gens de notre âge, dans la trentaine, parce qu'il y a des fois cette facilité de parler de ces sujets-là sans gêne, sans retenue. En plus, les Québécois, ils aiment ouvrir leur cœur, parler. Alors, avec ton petit accent québécois, on va pouvoir apprendre de ton parcours, apprendre de ce que tu as fait. J'aime bien le fait que tu fais aussi tes conférences et qu'à la fin, tu demandes des donations plutôt que de fixer un prix. Ça aussi, ça me plaît. Tout ça, ça me paraît être dans l'air du temps. Comment tu te sens dans ce que tu fais en ce moment déjà? Puis après, on pourra parler de ton parcours. Je me sens vraiment bien. Ça a ouvert l'année dernière. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps que je gagne ma vie en faisant ça, mais ça a vraiment pris une envolée l'année dernière quand j'ai rencontré David Bernard. Puis il m'a aidé à me faire connaître. Puis depuis ce temps-là, il y a plein de portes qui s'ouvrent un peu partout, là. Mm-hmm. Ouais. Et toi, ça te fait quoi d'être là aujourd'hui, de parler de bonheur? Le bonheur, c'est durable? Tu te sens heureux? Oui, en fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que pourquoi j'ai commencé jeune, c'est que je passais environ 80% du temps à me sentir mal, 20% à me sentir bien quand je regardais un film ou peu importe. Puis j'ai réussi à inverser la tendance, que là, je dirais 80% du temps, je me sens bien, 20% j'ai des défis, mais c'est beaucoup moins souffrant qu'avant. Malgré qu'il y a un 20% que je dis que je me sens moins bien, c'est pas une torture comme avant. Donc oui, je me sens comme ça. Puis moi, ce que je veux faire, c'est aider le plus grand nombre de gens possible à changer leur vie. Puis je le fais de plus en plus. Exemple, le dernier atelier que j'ai donné, il y avait environ 650 personnes. Ça commence à toucher beaucoup de gens. Puis je reçois les courriels des gens qui me racontent ce qui a changé dans leur vie précisément. Fait que ça, pour moi, c'est comme l'atteinte du rêve que je visais finalement. Que les gens vivent des changements réels, mesurables, puis qu'ils puissent me le raconter. T'aimes bien parler de technique, t'aimes bien que ça soit concret, qu'il y ait des exercices. Est-ce que tu pourrais nous parler de certains de ces exercices que tu vois qui fonctionnent vraiment? Parce que quand on est malheureux, quand on souffre, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais faut s'en sortir de ce pétrin-là. Je dirais ce qui est le plus accessible, facile à apprendre, c'est une technique utilisée par environ 10 millions de personnes dans le monde, c'est le EFT. On tape des points d'acupuncture au visage puis sur les doigts en répétant le problème qu'on vit ou l'émotion. Puis ça a tendance à dissiper les émotions ou la souffrance souvent en quelques minutes. Ça, c'est vraiment parce que je connais peut-être 150 techniques, mais c'est la plus accessible pour les gens sans avoir toujours besoin de dépendre d'un thérapeute. Mm-hmm. Donc c'est la technique qui consiste à appuyer sur certains points d'acupuncture. On tape les points comme ça. On dit exemple, si je suis stressé au travail, je suis stressé au travail, je suis stressé au travail. Puis ce que les gens remarquent, c'est qu'il y a un relâchement de leur corps. Puis automatiquement, ils sont plus productifs, mais aussi il y a un bien-être qui peut être là quand le stress se dissipe. Mm-hmm. Ça, c'est un exemple. Mm-hmm. Les gens qui ont peur de parler devant les groupes, j'ai fait cette démonstration-là probablement 50 fois. Je prenais une personne terrifiée de parler devant un groupe, puis en 15 minutes, elle était à l'aise, faisait de l'humour, parlait au public, regardait le public. Puis avant, elle n'était pas capable de parler. Fait que 15 minutes, c'est extrêmement rapide. Pourquoi si c'est certains points-là plutôt que d'autres, même si c'est des points méridiens, comment ça se fait que d'un seul coup, le corps enregistre apparemment? L'explication très courte, c'est un Américain qui a découvert que certains points d'acupuncture, certains organes étaient reliés à certaines émotions. En gros, il semble toucher à tous les points. Donc, il fait un méridien qui touche à chaque organe, puis ça libère l'émotion ou ça la dissipe. Puis à partir de là, si on fait seulement un point, c'est moins efficace. Puis si on fait tous les points, habituellement, la personne réussit à toucher les points nécessaires pour travailler son émotion. Exemple. C'est marrant parce que moi, c'est une technique que j'ai entendu parler, c'est une technique pour laquelle ça me parle moins. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de techniques, tellement d'outils, qu'on n'est pas forcément obligé de... faut le ressentir aussi, hein. C'est ça, il faut que ça corresponde à sa propre personne, à ce qui peut... T'en as d'autres outils comme ça, qui parlent peut-être à certains et moins à d'autres?
Oui, ben ça dépend toujours des buts. Exemple, la PNL, programmation neurolinguistique, qui travaille beaucoup plus comment notre esprit fonctionne. Pour les gens qui veulent plus de performance, développer la créativité, la mémoire, faire des changements de comportement. Ça, c'est un exemple. Un exemple plus spirituel, ce serait le travail de Byron Katie, qui est assez simple, 4 étapes, qui permet aux gens de transcender des pensées qui génèrent de la souffrance. Puis ces gens-là ont tendance à, avec le temps, arriver à un état de paix qui se maintient. Moi, ma technique préférée que pas beaucoup de gens connaissent, ça s'appelle les questions dirigées. C'est une technique que j'ai développée pour amener les gens à accéder à des états extraordinaires de conscience en quelques minutes par choix. Je l'ai créée parce que dans ma vie, j'ai vécu plusieurs fois des états de conscience extraordinaires. Du style. Qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience extraordinaire? Ben, habituellement, réponse générale, c'est si vous repensez à la meilleure journée de votre vie ou au meilleur moment de votre vie, probablement qu'à ce moment-là, vous étiez dans un état de conscience extraordinaire. Le plus connu, c'est le coup de foudre ou tomber en amour. Habituellement, dans la littérature, c'est quand on arrête de penser. Un exemple de ma vie personnelle, j'ai plus aucune pensée, j'ai plus de dialogue interne, donc silence. Puis automatiquement, ma vision externe de la réalité devient beaucoup plus lumineuse. Tous les objets sont plus en 3 dimensions, puis les couleurs sont plus vives. Puis quand je vois comme ça, puis j'ai plus de pensée, je ressens une sorte d'extase. Puis je ressens aussi comme si les objets étaient vivants, comme la table, ce genre de choses-là. Ça, c'est un. Il y a des états chamaniques, il y a des états de créativité qui sont vraiment différents. Ça aussi, habituellement, on arrête de penser. Puis à ce moment-là, c'est comme si les idées géniales qui ne venaient pas apparaissent spontanément. Exemple où la chanson se compose d'elle-même. Les athlètes, un état pour les athlètes, ils appellent ça être dans la zone, au Québec en tout cas. C'est quand justement leur corps performe sans qu'ils aient à penser, puis ils performent beaucoup mieux dans cet état-là que dans un état normal mental. Donc, ça, moi, j'en ai vécu plusieurs, puis la question était toujours comment on fait pour y retourner, parce que c'était toujours le hasard qui décidait. Puis moi, je n'aimais pas ça attendre après le hasard. Fait que j'ai observé des gens qui travaillaient un petit peu dans cette zone-là sans jamais pousser très loin. Puis moi, j'ai développé une technique. On pose des questions très, très précises qui stimulent l'état de conscience dans le système nerveux de la personne, puis il s'amplifie à mesure qu'on pose les questions. Des questions du style? Questions hyper... Est-ce qu'on peut le faire là? On peut. Est-ce qu'il y a un état que tu aimerais revivre, un état de conscience que tu as déjà vécu, que tu aimerais revivre? Ouais, de nager avec le dauphin à Hawaï. OK. Je sais, mes délicieux co-créateurs, je pars toujours des dauphins, mais quoi? C'était vraiment un truc exceptionnel, tellement bon, tellement... fun! J'adore les dauphins. Je sais que j'arrête pas de les barber avec les dauphins, tu vois. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est mon point de référence de quelque chose de vraiment beau, ouais. Parfait, les dauphins, j'aime ça. Donc là, l'idée le principe des états de conscience, c'est que les gens souvent pensent qu'ils ont besoin de la même stimulation externe. Exemple, je dois être avec les dauphins pour ressentir ça. Exemple, moi, je dois être avec un chaman pour vivre un état chamanique, je dois prendre le LSD pour peu importe. Bon. Ah, tu prends le LSD? Non, mais les gens pensent ça. Non, moi, je me trouvais déjà... Le scoop! Non, je me trouvais déjà trop différent, fait que j'ai jamais pris de drogue. C'était... Pas besoin de ça. Alors, je me disais, wow, ça va... c'est mieux pas. Fait que ce qui se passe, c'est que c'est pas vrai qu'on a besoin du stimulus externe parce que c'est notre corps, puis notre système nerveux, puis notre cerveau qui produisent l'état. Aussitôt qu'on sait ça, la question, c'est comment on fait pour stimuler notre corps ou notre système nerveux à reproduire cet état sans les dauphins, sans le chaman, sans le tambour, sans le rituel. Le plus facile que j'ai trouvé, parce qu'il y a l'hypnose qui peut fonctionner, la PNL, le plus facile, c'est des questions. Exemple, quand tu étais avec les dauphins, là, on est en train de le faire, quand tu étais avec les dauphins, c'est quoi la première chose qui a changé dans ton expérience, que tu as remarqué, oups, je me sens différente. C'est quoi la première chose que tu as remarqué? Que j'étais spontanée dans le moment, j'allais vers eux, il n'y avait pas de questionnement. OK. Donc, spontané, il n'y avait pas de questionnement. Qu'est-ce qui a changé au niveau du ressenti corporel? Ce que je veux dire par là, je cherche une description sensorielle. Est-ce que c'est devenu plus léger à certains endroits? Est-ce que c'est devenu plus... comme si tu n'avais juste plus de densité corporelle? Est-ce que c'est devenu... il y a un endroit qui s'est ouvert plus qu'un autre, une vibration? Qu'est-ce qui a changé au niveau ressenti? Déjà, j'étais dans le cœur. Hein. Dès que j'ai vu ces petites bêtes-là, c'est tellement mignon. On va vers elles. On sent pas la fatigue de nager avec elles en les suivant, parce que c'est des dauphins en état libre, sauvage.
Donc voilà quoi, il n'y avait pas de... Après le ressenti au niveau du corps, c'est vrai que je me sentais légère, j'étais déjà dans l'eau, mais je ressentais pas la fatigue et j'étais dans le cœur. OK. Puis qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans le cœur spécifiquement? Est-ce que ça change quelque chose à ta perception visuelle, auditive ou même comment tu ressens ton corps quand tu bouges? Qu'est-ce qui change à ce moment-là? C'est plus limité qu'au corps en fait. Je me sens, c'est comme si ça allait bien au-delà de mon corps physique, que c'était une expérience. Il n'y avait plus d'espace, plus de temps. C'était pas flotté, mais presque. Okay. Donc, si je résume, c'est comme si le temps, la notion de temps disparaît, la notion d'espace disparaît, probablement moins de pensée ou pas du tout. OK. L'autre chose, c'est... Peur des requins. OK, l'absence de peur. Ouais. OK. Est-ce que tu dirais aussi que tu avais l'impression qu'il n'y avait plus de séparation entre toi et la réalité extérieure, autrement dit les dauphins, puis que vous étiez plus comme un? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je voyais pas les limites de mon corps spécialement. Enfin, je voyais que j'avais un corps, je voyais que j'avais ma caméra. D'ailleurs, ils aimaient pas quand je mettais la caméra, ils partaient, puis après ils revenaient. Non, j'étais avec eux. Je faisais partie de leur groupe de dauphins qui étaient là. OK. Donc, au niveau visuel, on peut voir qu'il reste une séparation physique, mais au niveau ressenti, tu te sentais un avec tout ce qui se passait présentement, à ce moment-là. OK. Quand je t'amène à décrire en détail les perceptions visuelles, auditives, ressenties, est-ce que tu commences à ressentir cet état-là, même si on est avec une caméra et il n'y a pas de dauphin? Oui, mais je trouve que je suis plus dans la tête, là. C'est-à-dire que je le pense, je l'entends, mais je suis pas dans l'expérience, là. OK, parfait. Fait que si tu étais dans le corps en train de le vivre présentement avec moi, qu'est-ce qui changerait dans ton expérience présente ici avec le micro? Si tu étais en train de le vivre pour vrai avec moi, au lieu de juste m'en parler. Bah là, comme quand j'interviewe, c'est-à-dire que je suis dans les yeux de la personne, il n'y a pas... Ça fait qu'un. OK. Puis si tu étais encore plus dans cet état-là, celui que tu as vécu avec les dauphins, présentement avec moi, qu'est-ce qui changerait au niveau de ta sensation corporelle puis au niveau de ta perception de moi? Que je verrais de la pure bonté. Et dans le coup, il y a rien de négatif dans la personne. C'est qu'on voit simplement de l'amour. Okay. Puis à mesure que je te pose les questions puis que tu réponds, est-ce que tu t'en vas plus vers ça? Oui. Puis en plus, il fait plus chaud. Il fait plus chaud. Parfait. OK. On continue un petit peu. Si tu étais encore plus pleinement... J'espère que vous le faites aussi, Mehdi Chekokrater. C'est mieux, c'est mieux. Si tu es encore plus pleinement, complètement, entièrement dans cette expérience-là, d'être un avec tout, d'avoir l'absence de pensée, d'être dans le cœur, présentement ici, qu'est-ce que ça changerait d'autre à ton expérience de l'entrevue avec moi présentement? Si c'était juste encore plus cet état-là qui était présent. Là, je sais pas, là, je serais comme ça. Enfin, là, je joue le jeu de ce qu'on fait dans cette inconditionnalité. Donc, présente. Je suis présente. OK. Est-ce qu'il y a moins de pensées que tantôt dans ton esprit? De moins en moins. De moins en moins. Parfait. OK. Fait que ce qui se passe, c'est à chaque fois qu'on demande à quelqu'un, même de façon conditionnelle, si tu étais encore plus dans cet état-là, qu'est-ce qui changerait? La personne, ça c'est vraiment j'appelle ça le truc magique. Quand on pose une question sur un état de conscience à un être humain, il est obligé d'aller dans l'état pour pouvoir nous répondre, sinon il ne peut pas savoir quoi répondre. Même s'il va dans l'état seulement 1 seconde ou 5 secondes, il est obligé. Il n'y a aucune façon de répondre à ces questions-là sans retourner dans l'état. Donc, à chaque fois que je pose une question, la personne retourne temporairement, rapidement dans l'état de conscience désiré pour pouvoir répondre, puis à chaque fois, elle retourne un petit peu plus intensément, puis un petit peu plus longtemps. Fait que si je continue à poser des questions pendant 15 minutes, probablement que dans 15 minutes, ça serait la même intensité qu'avec les dauphins, mais on serait assis à Montréal avec un micro dans la main. Mais pourtant, on a juste posé des questions. Puis à chaque fois qu'on pose la question, puis on dit si c'était encore plus intense, encore plus complet, quoi d'autre changerait? Là, la personne, elle devient consciente d'un autre élément, mais pour en devenir consciente, elle est obligée d'aller dans l'état. Pas le choix. Pour savoir quoi répondre, je suis obligé d'aller dans l'état. Puis là, je fais « Ah! » Puis là, exemple, je sens une expansion ici. Puis là, je dis « Ah! » Je sens une expansion ici.
Ben, pour répondre, il a fallu que je le vive avant. Puis si je l'ai vécu, c'est parce que j'étais dans l'état, sinon je ne l'aurais pas vécu. Fait que c'est vraiment, pour moi, la question dirigée, c'est l'outil le plus simple à tous les niveaux, parce qu'il suffit de poser la question à la personne, ou se la poser à soi-même à voix haute, idéalement. Puis si on répond à voix haute, on va aller dans l'état de conscience automatiquement. Puis plus on continue pendant longtemps, exemple 5 minutes, 10 minutes, plus l'état est complet, profond, développé. Puis même on peut aller parce que je l'ai testé souvent, on peut aller dans un état plus intense que l'état qu'on souhaitait revivre. Autrement dit, j'ai déjà vécu, exemple, un état d'extase. Puis là, avec des clients, je faisais des tests, puis je disais, si on allait dans un état encore plus intense que ton expérience la plus intense d'extase, qu'est-ce que ça ferait? Puis là, on voyait le visage devenir rosé, les pupilles se dilatent, puis là, la personne, elle a comme un frisson partout jusque... Là, j'ai ressenti un frisson jusqu'en dessous de mes ongles d'orteil. J'ai jamais ressenti ça. Bon, fait que juste... Le système, les gens, la meilleure expérience qu'ils ont vécue, c'est celle qu'ils ont vécue à date. C'est pas la meilleure qu'ils sont capables de produire. Puis comme ils n'ont jamais essayé d'en produire une meilleure, ils disent « Ah, ça, c'était ma meilleure expérience. » Mais quand on connaît les questions dirigées, on peut aller plus loin, puis on dit « OK, l'extase. Si c'était encore plus poussé, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, les gens, à un moment donné, des fois, littéralement, on entend un os craquer parce que le corps s'ajuste. Ça fait comme aller chez le chiropraticien. Puis pour moi, c'est la technique du siècle pour ceux qui sont intéressés aux états de conscience. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant parce que moi, chaque fois que j'y repense, c'est vraiment par rapport aux dauphins avec les dauphins, alors que là, en effet, de le transposer, de le revivre à un moment où on n'a peut-être pas particulièrement envie, où on est très loin de cet état-là. C'est vrai que c'est intéressant c'est comme si on transposait cette énergie-là, enfin, on se retrouve dans ce schéma-là alors qu'on n'est pas dedans. C'est assez intéressant, ouais. C'est vrai que et puis c'est simple. Oui. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de ces outils qui sont quand même simples et accessibles à tous finalement, en observant la vie ou en écoutant comme ça, en se référant à d'autres enseignements, d'autres personnes. Ben, il faut se rappeler qu'on est en 2013, puis il y a beaucoup de techniques que les gens ne connaissent pas, mais qui existent. Moi, je connais des chercheurs qu'on va appeler underground, ça veut dire qu'il y a seulement 50 personnes au monde qui savent qu'ils existent, puis ils font du travail extrêmement poussé. Puis comme quand tu dis transposer les états de conscience, ben, la première étape, c'est amener la personne à le revivre, mais quand elle revit, moi, habituellement, après, je lui dis, est-ce qu'il y a des contextes dans ta vie où tu aimerais revivre cet état-là? Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on conditionne, parce que l'humain est facile à conditionner. C'est dommage à dire, mais un humain est aussi facile à conditionner que les chiens de Pavlov, je dirais quasiment. Fait que les gens, je leur dis, OK, ton état d'extase, quand est-ce que tu aimerais revivre ça? Ben, quand je compose de la musique. Parfait. Là, on fait des techniques pour que la personne vit l'état. Quand elle vit réellement, on fait des techniques pour conditionner. Puis là, la personne, elle peut ressentir, aussitôt qu'elle prend sa guitare ou son piano ou peu importe, l'extase apparaît automatiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle un conditionnement. Le déclencheur, c'est je prends ma guitare, puis là, l'extase est là. La musique qui sort de la personne en extase est de bien meilleure qualité que la personne qui est dans un état normal. Fait que tous les gens d'affaires qui veulent être meilleurs négociateurs ou peu importe, les leaders qui veulent être meilleurs leaders, s'ils font leurs actions ou leurs activités dans un état de conscience extraordinaire, ils vont avoir des résultats extraordinaires. S'ils font leurs activités dans un état médiocre, ils vont avoir des résultats médiocres. Puis ça, c'est pas un principe ou un enseignement très connu où les gens qui le connaissent ne savent pas comment, dans la réalité, l'appliquer. Fait que oui, je sais que quand je me sens bien, je prends des meilleures décisions puis j'agis mieux, mais je ne sais pas comment faire pour me sentir bien rapidement. Puis je ne sais pas comment faire pour le conditionner parce que moi, je ne veux pas tous les jours me poser des questions dirigées pour aller en extase. Je veux être en extase en me levant le matin. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans je vais appeler ça la culture sociale, qu'on peut choisir nos états de conscience puis qu'on peut même les conditionner pour qu'ils deviennent stables ou permanents. Puis ça, c'est génial. Et qu'est-ce que tu proposes ou offres pour des personnes qui ont eu des traumatismes, des blessures? Parce que moi, ce que je vois des fois avec l'EFT ou d'autres techniques, c'est-à-dire que ça remonte à la surface d'un seul coup, et là, la personne, genre, elle pète un plomb parce qu'elle a beau se taper le front ou les endroits, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été guéri en profondeur. C'est comme si il y avait certaines techniques, c'est bien, c'est en surface, ça permet de masquer certaines choses, mais à un moment, il y a cette espèce de truc de boule là qu'il faut vraiment faire face
Et il y a des émotions quand même à traverser, à vivre, à voire même transcender si on veut aller là. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu des gens qui utilisaient ces techniques-là, mais qui à côté n'allaient pas pleinement en profondeur avec des choses qu'il fallait vraiment traiter? Ben, il y a deux niveaux à cette réponse-là. La première, c'est qu'il y a des gens que si on les amène dans un état de conscience extraordinaire, c'est assez pour qu'ils se sentent bien, puis il n'y a pas les traumatismes qui remontent. Okay? Fait que je les appelle les chanceux. Il y a d'autres personnes qui sont capables d'accéder à des états de conscience, puis oui, il y a le traumatisme qui remonte, etc. EFT est extrêmement efficace pour les traumatismes, puis la question est pour moi jamais la technique autant que l'être humain. Si l'être humain est extrêmement compétent, il peut faire du EFT, de la PNL ou de l'hypnose, puis il va réussir à guérir des traumatismes. Puis si l'être humain est moins compétent, celui qui utilise, ben, peu importe la technique qu'on lui donne, il ne sera pas capable de guérir le traumatisme. Puis surtout, les traumatismes, c'est une question de précision. C'est comme un petit peu faire de la chirurgie émotionnelle. Si on travaille... si on ne trouve pas exactement le point précis à travailler, on peut travailler pendant 1 an sans qu'il y ait un changement ou que le traumatisme soit résolu. Puis si on trouve le point, des fois, ça peut prendre 1 heure pour un choc intense de l'enfance pour qu'il soit complètement réglé. Mm-hmm. Fait que c'est toujours... moi, je dis toujours aux gens, trouver des gens compétents qui ont beaucoup de résultats avec des clients, un pourcentage de résultats, puis une grande palette de clients qui ont réussi à aider, puis c'est ces gens-là qu'on doit aller voir. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, demandez aux thérapeutes, coachs, consultants, combien de clients avez-vous fait qui ont ma problématique, puis c'est quoi votre taux de réussite. Puis si la personne n'est pas à l'aise de le dire, ça donne une idée. La personne, si elle est à l'aise de le dire, puis elle dit, ben avec ça, j'ai un taux de 75% de réussite, j'ai fait 17 clients qui avaient cette problématique-là, ben on sait que déjà la personne est honnête, transparente, puis que j'ai 3 chances sur 4 qu'elle puisse m'aider. Fait que déjà là, c'est toujours bien choisir ou magasiner nos spécialistes, beaucoup plus que la technique utilisée. Mais c'est quand même quelque chose de personnel. C'est aussi, des fois, on peut se perdre dans ces techniques-là ou utiliser une technique. Il y a peut-être aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faut continuer à être ouvert, même si une technique a marché à un moment. Cette ouverture me paraît quand même essentielle parce qu'on a tendance des fois à se sentir un peu étriqué ou sentir qu'une personne est étriquée dans une technique et à côté, et la compassion alors, et la guérison, et l'intuition. Et il y a tellement une palette de couleurs qui est vaste. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un chemin ou une technique? Non, ben c'est tout ce que tu as nommé, je suis d'accord. C'est pour ça que je disais bien choisir la personne, parce que moi, je ne choisis pas le professionnel avec qui je veux travailler selon la technique qu'il utilise. Je le choisis. Est-ce que la personne a une bonne intuition? Est-ce qu'elle connaît plusieurs techniques? Est-ce qu'elle est flexible? Puis est-ce qu'elle a eu des résultats avant moi? Puis c'est surtout ça. Puis là, moi, je reviens à ce que j'expliquais. Habituellement, si moi, je suis pour engager quelqu'un, je vais choisir quelqu'un qui est dans un état de conscience extraordinaire. Ouais. Parce que les résultats vont être plus grands. Et comment on détecte ça, d'après toi? Il y a plusieurs... ça dépend quel état de conscience, mais il y a certains facteurs qui nous permettent de le savoir. Un, habituellement, aussitôt qu'on est en présence de la personne, on se sent différent, sans même avoir parlé, parce que l'état de conscience de la personne a déjà un effet sur notre état de conscience. Fait qu'on va appeler ça la résonance. Fait que si je me sens pire en rencontrant l'expert qu'avant de rentrer chez lui, dans son bureau, dans son cabinet, c'est pas bon signe. Si je me sens mieux puis il n'y a pas encore eu d'intervention, probablement que la personne est dans un état de conscience particulier. L'autre chose, c'est habituellement, ils ont le visage plus radieux, les yeux sont plus brillants, habituellement, ils ont une peau plus belle que normale ou ils ont l'air plus jeunes que leur âge. Une autre chose, c'est qu'ils semblent non réactifs en termes émotionnels négatifs. Autrement dit, quelque chose qui va frustrer ou stresser une personne normale, une personne dans un état extraordinaire va juste avoir aucune réaction. Mm-hmm. Fait que s'il est dans le trafic, est assise là, continue à être super bien. Si le client est en retard ou si même un client le critique vertement, la personne dans un état de conscience extraordinaire va juste continuer à être bien, puis son visage va continuer à être rosé. Ce ne sera pas parce qu'elle se force à bien paraître. Puis ça, on peut le voir par les muscles contractés d'une personne qui se force. Oui. Puis une personne dans un état de conscience extraordinaire,
on peut la critiquer vertement, puis son visage, ses muscles restent relâchés dans le visage, sa structure musculaire reste relâchée, sa respiration reste relâchée. Fait que ça, c'est toutes des choses qui nous indiquent que la personne n'a pas une perception normale selon les critères de notre société. De ce Moi, qui ce se que passe. j'aime bien, c'est la joie, c'est que les yeux ils pétillent, là, c'est qu'il y a du cœur, c'est qu'il y a de la bonté, il y a du sourire, il y a du mouvement, tout ça, moi, c'est ça, là. Ça, quand je vois ça, je sens une authenticité, quoi. Je sens quelque chose qui est vrai et avec qui quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, quoi. Il n'y a pas de masque. Ouais. Ben ça, c'est un bon critère. Si la personne semble fonctionner selon les critères sociaux, ce que j'appelle les robots un petit peu, la personne a dit les bonnes formes de politesse, toujours en train de se demander ce que les autres pensent d'elle, cette personne-là n'est pas dans un état extraordinaire de conscience. La personne dans un état extraordinaire de conscience, c'est elle-même, spontanée, puis sa communication, sa façon d'être convient pas toujours aux règles de la société, mais elle est bien quand même, puis assez s'adapter quand même, là. Mais je veux dire, c'est pas les règles dictées par la société qui déterminent ses choix et ses actions, versus quelqu'un qui n'est pas dans un état comme ça. Souvent, il y a un pourcentage plus ou moins grand des règles de la société ou parentales qui déterminent ses actions. Alors, tu as écrit l'essence du bonheur, la découverte, ça fait vraiment cet état de conscience modifié pour toi fait partie intégrante de l'aboutissement de cette découverte ou du cheminement? Ben en fait, dans le livre, je parle d'un état de conscience parce que j'en ai vécu peut-être une vingtaine différents, parce qu'il y a différents états. Style pour les nommer? Des états chamaniques, des états où j'avais l'impression que tout était beau, incluant les ordures. J'ai déjà vécu des états de paix, des états d'extase, etc., etc. L'état, dans le livre L'essence du bonheur, j'ai appelé ça « ressentir mon essence ». Ça veut dire l'être que je suis en dehors de ma personnalité, en dehors de mes conditionnements parentaux et sociaux. Puis pour moi, c'est l'état qui a le plus changé ma vie. Les autres ont fait une différence, mais celui-là, il a eu le plus d'impact global dans ma qualité de vie. C'est pour ça que c'est le sujet d'un livre, puis que les autres ne sont pas le sujet d'un livre. C'est celui qui m'a rendu le plus heureux de la manière la plus stable, ça veut dire plus longtemps dans la journée, à tous les jours, sans que quelque chose de la réalité externe ait besoin d'arriver pour que j'ai de la joie. En fait, je pense que la plupart des gens cherchent ça, parce que si je suis obligé de toujours avoir un amoureux ou un montant d'argent ou des gens qui me disent que je suis bon pour me sentir bien, je suis toujours dépendant de quelque chose d'extérieur. Jamais autonome, jamais libre. Mais si mon état est nourri de lui-même ou s'il est présent en moi sans que j'ai besoin de l'extérieur, je suis complètement libre de faire mes choix en fonction de qui je suis et de ce qui me convient, au lieu de les faire en fonction d'avoir la récompense extérieure qui va me donner la joie. Fait que ça, j'appellerais ça la liberté extrême, que beaucoup de gens ne connaissent pas malheureusement, mais qui est, là je fais des projets parce que j'ai envie de les faire et non pas pour que mon père ou mes collègues ou peu importe me disent « Ah, bravo, tu as fait du bon travail ». Fait que c'est un petit peu la différence. Quand on a l'état de conscience, puis on n'a plus besoin de l'extérieur pour le nourrir, on est libre. Là, on peut vivre notre vie selon nos rêves ou selon ce qui nous allume ou qui nous anime. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour ce délicieux moment. Ça me fait plaisir, merci. Merci mes délicieux co-créateurs. Je vous aime. Plein gros bisous de Montréal, du Canada. Au revoir.